Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. L'Asie-Pacifique va-t-elle devenir le nouveau centre du monde? Cette région produit en tout cas 60% de la richesse mondiale, du PIB mondial et 66% de la croissance de la planète. Cette montée en puissance ne se limite pas qu'à la Chine, nous allons le voir, elle concerne l'ensemble de la région. Avec nous pour en parler, Sophie Boisseau-Durocher, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre l'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, l'Occident au défi. On va voir pourquoi l'Occident au défi, c'est aux éditions Odile Jacob. Je précise que vous êtes spécialiste de l'Asie du Sud-Est, maître de conférence à Sciences Po Paris et chercheuse au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors les mots sont importants, la géographie aussi, la géopolitique peut-être parfois et recouvrir des notions. L'Asie-Pacifique, qu'est-ce que c'est, au juste pour celles et ceux qui nous regardent, et pour nous aussi d'ailleurs? Alors, l'Asie-Pacifique, c'est ce qu'on a appelé à un moment l'Extrême-Orient ou l'Asie orientale. Il s'agit de l'Asie du Nord-Est et de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire 17 pays qui sont sur la façade pacifique. Donc, c'est une définition qui n'intègre ni l'Inde ni l'Australie. Voilà, et nous, ce que nous expliquons dans ce livre, c'est que cette région a une cohérence réelle et que cette cohérence justifie qu'on l'étudie d'un peu plus près et qu'on regarde d'un peu plus près les liens qui s'y tissent. Les chiffres que j'ai cités, les pourcentages, ils sortent de votre livre. 60% du PIB mondial, 66% de la croissance mondiale. C'est démesuré. C'est absolument démesuré. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le chaos du monde aujourd'hui, on ne parle pas de cette transformation silencieuse. On oublie que ces pays, depuis près de 50 ans, connaissent en général des taux de croissance de l'ordre de 5 à 8% par an. Ils partent de loin, certains. Ils partent de loin, certes. Et il y a eu quand même, au début des années 90, avant la crise de 97, des taux de croissance à 2 chiffres. Voilà. Et donc, il y a un effet d'accumulation qui aujourd'hui arrive à maturité. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir vraiment comment cette région a réussi à se positionner en pôle position dans tous les secteurs industriels de rupture et qui lui donne aujourd'hui, on l'a vu récemment avec DeepSeek, un avantage certain. On le voit également dans le secteur des voitures automobiles, dans le secteur des semi-conducteurs, de la biopharmacie. Donc il y a une multitude de signaux qui nous alertent et qui nous font dire aujourd'hui l'Asie-Pacifique est non seulement un monde émergent, mais c'est un monde industriel, c'est un monde qui se construit, c'est un espace commercial, c'est un espace de consommation. Quand même, 800 millions des milléniaux vivent aujourd'hui en Asie-Pacifique. Les milléniaux, ceux qui sont nés à partir de 2000. Ouais. Alors qu'on en a 66 aux États-Unis et 60 en Europe. Donc, où se trouvent les marchés de demain? C'est intéressant ce que vous disiez sur ce côté avant-gardiste d'un point de vue des nouvelles technologies. Comment vous l'expliquez? Est-ce dû à l'éducation, au fait qu'il y a beaucoup de scientifiques, de génies? Alors, c'est dû d'abord à ce qu'on a appelé le modèle d'un État développeur. C'est un économiste américain qui a employé cette expression, Chalmers Johnson. Il l'a employée à propos du Japon. Et au fond, on se rend compte d'ailleurs que le Japon a été pionnier dans cette transformation de l'Asie. Le Japon a été pionnier et a très tôt investi dans sa meilleure ressource, c'est-à-dire son capital humain. Ce qu'a fait exactement Hong Kong plus tard, Taïwan ou Singapour, la Thaïlande ou la Malaisie. On se rend compte aujourd'hui dans les classements internationaux que l'Asie arrive systématiquement en tête, qu'il s'agit du classement PISA ou du classement TIMSS, Chine compris. Donc il y a un investissement effectivement dans l'éducation, dans la formation, et cet État développeur a sélectionné des secteurs industriels qui lui semblaient les plus performants et a décidé d'investir massivement, de travailler avec les investisseurs étrangers, donc s'intégrant complètement dans le processus de mondialisation pour aujourd'hui à nouveau détenir, par exemple pour la Malaisie, qui est quand même un pays de 30
millions d'habitants, la Malaisie a décidé dans les années 70 d'investir dans le secteur des semi-conducteurs. Eh bien, aujourd'hui, la Malaisie produit environ 7% de la production mondiale de semi-conducteurs. Donc, on parle d'un petit pays. Ouais. Il n'y a pas que Taïwan, et la même chose, évidemment, pour Singapour. Récemment, en 2023, la Corée du Sud a décidé d'investir 450 milliards de dollars dans ce qu'elle appelle les secteurs industriels de rupture. La France a investi beaucoup, beaucoup moins. Donc, si vous voulez accumuler, tout ça donne du résultat. Alors, l'Asie-Pacifique va-t-elle devenir le centre du monde et le nouveau modèle post-occidental? Je parle Ce sont les mots que vous utilisez. Mais c'est très intéressant parce que l'Asie-Pacifique obtient des résultats. Et on voit à quel point des régions émergentes en Afrique, en Amérique latine, s'intéressent maintenant de très très près à ce modèle parce qu'au fond, ce qui compte, c'est de réussir. Donc comment s'y sont-ils pris? Comment pouvons-nous nous y prendre? Et comment peuvent-ils coopérer avec nous? Donc on voit qu'ils tournent le dos quand même aux pays occidentaux, à ce modèle occidental qui est finalement très contraignant parce qu'il associe à la fois des contraintes financières, des contraintes juridiques, des contraintes monétaires. Il y a une dédollarisation d'ailleurs, vous le dites, dans cette région du monde. On pourra en parler. Et donc, on se rend bien compte, si vous voulez, que là, il y a quelque chose qui paraît plus facile à dupliquer. Donc, pour vous, la réponse est oui. Pour moi, la réponse est oui. Néanmoins, et on insiste bien dans notre livre, il s'agit aussi d'un modèle qui s'est basé sur une éthique confucéenne du travail et il n'est pas sûr qu'on trouve en Afrique ou en Amérique latine ou au Moyen-Orient. C'est quoi l'éthique confucéenne? Cette éthique confucéenne du travail, c'est-à-dire un investissement dans la valeur travail, dans l'amélioration de sa productivité. Un patriotisme. Et qui frise évidemment le patriotisme, ou en tout cas qui est récupéré par des discours patriotiques ou nationalistes qui effectivement nous dérangent un peu parce que nous n'agissons pas et nous ne pensons pas comme ça. Est-ce que la politique américaine, notamment sous les démocrates d'ailleurs et avec Donald Trump sans doute, de contenir la Chine, derrière en fait le projet c'est de contenir toute une région? Parce que vous le disiez, l'Inde et l'Australie n'en font pas partie, mais ces deux pays font partie de ce qu'on appelle ce quatuor, le Quad, États-Unis, Australie, Japon, Inde. Il y a aussi AUKUS, 3 pays, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, États-Unis et Australie. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Et ensuite, on verra quelles conséquences pour l'Europe. Alors, il est évident, si vous voulez, que la Chine, qui est au centre de cette Asie-Pacifique, constitue une masse et une force d'entraînement décisive. Et on le voit bien à partir... Le pivot. Un pivot, mais vraiment une force d'attraction, si vous voulez, parce que le marché est colossal, parce que la Chine cherche à coopérer avec les pays d'Asie-Pacifique. Et donc, elle a un comportement qui est très différent de la Chine, grande puissance mondiale, qu'elle est aussi. Mais néanmoins, en Asie-Pacifique, ce qu'on constate, c'est que la Chine compose. Et donc, évidemment, les pays, notamment les pays d'Asie du Sud-Est, mais pas seulement. 60% des exportations de Taïwan vont en Chine. Donc il y a quand même des liens de proximité qui sont réels et avérés. Et on se rend bien compte que cette autonomisation des circuits économiques et commerciaux pourrait porter préjudice, effectivement, aux États-Unis ou même à l'Europe. Ce dont on se rend compte depuis une quinzaine d'années, c'est que dans la part du commerce extérieur, à la fois les États-Unis et l'Europe descendent régulièrement. Et l'Europe dans tout ça? Alors l'Europe est évidemment un peu à la traîne. D'abord parce que l'Europe vit assez mal, je dirais, cette transformation de l'Asie. Aujourd'hui, des pays comme Singapour ont un PIB par habitant qui est bien supérieur à celui de l'ancienne puissance coloniale. Et depuis longtemps, que l'Europe s'est longtemps posée également comme un modèle régional, critiquant les modèles régionaux asiatiques et notamment l'ASEAN, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Europe est complètement prisonnière de cette hystérie, je dirais, réglementaire, voire de cet esprit un peu de défaitisme, quand l'Asie, qui a un mode consensuel beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide, s'en sort finalement mieux face à la complexité des enjeux. Alors il y a bien entendu, parce que l'Indo-Pacifique, c'est une région
qui est bien entendu plus large, avec l'Inde et là, pour le coup, l'Australie. J'aimerais vous parler du détroit de Taïwan. On en a déjà parlé sur ce plateau. Donald Trump qui lorgne le Groenland, ça peut arranger la Chine dans ses velléités d'intervenir à Taïwan, je pense que dans ses velléités supposées selon les Occidentaux. Oui, alors il y a quand même un effet terrible, délétère, si vous voulez, de ces propositions un peu loufoques de Donald Trump, parce que ça veut dire que les pays d'Asie prennent de moins en moins au sérieux les États-Unis. Le processus n'est pas nouveau. Les relations entre les États-Unis et l'Asie-Pacifique se sont dégradées progressivement depuis les années 80, au fond. Mais il faut quand même comprendre que récemment, le secrétaire d'État a passé son audition au Sénat, Peter Isget, et il n'a pas su nommer un pays d'Asie du Sud-Est. Le secrétaire d'État à la Défense. À la Défense. Oui. Il n'a pas su nommer un pays d'Asie du Sud-Est. Donc le lendemain, dans les journaux, c'était la risée, évidemment, de l'opinion publique. Et donc, si vous voulez, ces propositions un peu dérangeantes de Donald Trump font apparaître par défaut la Chine comme un élément stabilisateur. Merci beaucoup, Sophie Boisseau-du-Rocher. Livre écrit avec le diplomate Christian Lechevry, qui a été notamment ambassadeur en Birmanie. Il me semble, l'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde. C'est chez Odile Jacob. Merci pour votre éclairage passionnant. L'actualité culturelle de ce journal à présent, Nicolas Georges s'apprête à nous